Claude Rappé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Rencontre à TV Wallonie. Claude Rappé, j'ai envie de faire un petit parcours en flashback rapidement de vos différentes activités. Donc un CV assez prestigieux quand même. Vous êtes comédien au départ, journaliste, metteur en scène, producteur, animateur Télé Luxembourg, RTL Télévision, RTL TVI, AB3. Quel regard portez-vous sur ce parcours? Beaucoup de chance. En quelques mots. J'ai eu beaucoup de chance. Je n'étais pas. Alors, on dit souvent l'expression de the right time, the right place. Je pense que c'était plutôt de la chance. Je n'ai pas été opportuniste et jamais voulu faire de la télévision, par exemple. Mais quand on me l'a proposé, j'ai dit pourquoi pas. J'étais un peu un gosse de riche, en fait. Je ne me rendais pas compte que j'avais beaucoup de chance. Maintenant, je m'en rends compte. Ouais. Mais ce n'est pas un parcours volontaire. C'est vraiment accidentel. Mais quand vous dites j'ai eu beaucoup de chance, est-ce qu'il y a un regret pour la télé, pour votre vie à la télévision? J'ai arrêté le théâtre, par exemple, à cause de la télé. À cause de la télé. La télé m'a dit, alors que j'avais été invité dans une émission, restez, vous allez animer une émission dans laquelle vous êtes passé. Bon, j'ai dit oui. Après, un regard de quoi? De regret? Non, parce que j'ai passé quand même 22 ans à la télévision, c'est beaucoup. Ce que j'ai aimé le plus, en tout cas, c'est la presse écrite. Plus que la télévision. Votre vie de journaliste, plutôt. Oui, c'est ça. Quand j'ai travaillé pour des journaux avant, j'ai bien aimé l'écrit. Mais c'était une autre époque. Une époque où on avait le temps de faire des sujets marbres, comme on dit. On avait le temps de faire de l'investigation. On en avait les moyens. Parce que rien ne coûtait. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. La télévision, c'est un petit peu l'art de... L'art, je ne sais pas si c'est un art, mais en tout cas, c'est une façon d'être éphémère et tout passe très très vite. Et des phrases, comme je l'ai dit maintenant, comme vous les dites, deviennent des monuments, alors que finalement, c'est rien du tout une phrase. On peut dire des bêtises aussi à la télé. Bien sûr, oui. Donc oui, je regrette rien. Ça fait partie aussi de... Un peu de nostalgie, peut-être, ou pas? Non. Non. Pas de la télévision. Non, pas de la télévision. Non. Vous êtes parti en bons termes ou est-ce que vous êtes parti fâché? Comment non, ça s'est passé? je suis parti fâché parce que la méthode n'était pas, à l'époque, la direction d'RTL, TVI, avait envie d'avoir ma peau pour des raisons qui ne sont d'ailleurs pas très graves. C'est une incompatibilité d'humeur, on va dire. C'est tout, je suis parti, voilà. Mais je suis parti aussi le cœur léger parce que je venais de rencontrer l'amour et que je partais à Paris et que le petit Belge allait aller vivre à Paris. C'était un peu ça. On va reparler de votre amour un petit moment. Justement, vous dites cette vie à la télé, journaliste, comédien, etc. Et puis la passion de l'écriture, je ne sais pas si elle vous a toujours habité. Ah oui, toujours. Toujours habité. À l'âge d'11 ans, j'ai écrit mon premier poème. Voilà. Oui, oui. Un jour, vous publierez peut-être vos poèmes. J'avais un recueil d'une centaine que j'ai jamais publié parce qu'il y a beaucoup d'œuvres d'enfants aussi là-dedans qui sont... Peut-être, oui, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, oui. Et vous affectionnez particulièrement des romans historiques. Et il y a un personnage célèbre belge, Godefroy de Bouillon. Vous avez fait la biographie romancée, mais c'est un personnage qui vous intéresse particulièrement. Alors, j'ai appris à lire grâce à une bande dessinée. C'est assez comique ce que je vais dire, c'est comme ça. Une bande dessinée, c'est des dessins, mais il y a des phylactères. Voilà. Et ma grand-mère m'a appris à lire dans une bande dessinée de Sirius qui s'appelait Godefroy de Bouillon. Et comme elle habitait à côté de Bertrit, pas loin de Bouillon, on allait souvent et c'était un rêve. Le chevalier, pour moi, existait, il était dans son château. Alors après, évidemment, on oublie tout ça, c'est comme le Père Noël, on finit par ne plus y croire. Mais j'avais vraiment envie d'y retourner. Donc j'ai d'abord écrit 2 pièces de théâtre, une 3e même, qui se sont montées dans le château. Alors là, c'était vraiment un rêve d'enfant. Oui, et puis bon, un beau jour, je me suis dit, il faut arrêter, parce que je deviens trop vieux, trop gros pour jouer Godefroy de Bouillon. Et je vais écrire un livre, et puis j'en ai écrit un 2e. Voilà. Et il y a eu différents tomes alors? Il y a 2 tomes, oui. 2 tomes, oui. Et c'est toujours sur cette période des croisades? Il y en a un qui s'appelle Godefroy de Bouillon, l'héritier maudit, qui est de son enfance, et puis Dieu le veut, qui est l'histoire de la première croisade. Ah oui, oui. Et on va passer à un autre registre. Vous avez écrit aussi pour les yeux de Monique.
Et Oui. c'est un hommage que vous rendez à votre premier amour. Il n'est toujours pas publié, ce livre. Ah, pardon. Mais Donc, vous avez raison vous de... voulez en parler ou pas? Ça ne me dérange vraiment pas d'en parler. Oui. C'est un éditeur belge qui m'a demandé un jour d'écrire ma biographie, mais dans le sens RTL. Raconte les années d'RTL, ça. J'ai commencé à écrire ça, puis je me suis dit, bon, j'ai envie quand même de faire un petit portrait de mon enfance. J'aime pas les autobiographies parce que je trouve ça très prétentieux. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre plus importants que l'autre. C'est juste que si on vit un événement comme le tsunami, par exemple, là, on peut raconter parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans ce qu'on vit. Mais bon, j'ai écrit ça et puis j'ai essayé de retrouver mon premier amour à 15 ans. Et il s'appelait Monique. Et je découvre au moment où je veux la retrouver, histoire de, je sais pas, peut-être boire un café ensemble et évoquer notre amour d'enfance. J'imagine une femme qui a 4 enfants, qui est mariée, ou pas, enfin bon. Et je découvre qu'elle est morte. Et puis je découvre qu'elle est assassinée même. Et qu'elle a été mutilée. Donc je dis là, ça en est face à un drame. Et alors j'ai écrit ce livre. Au début, je me suis fait beaucoup aider par la famille, certains membres de la famille. Maintenant, je dirais que ce livre sortira, je ne sais pas sous quelle forme. Ah oui. J'ai envie que cet hommage existe. Voilà, oui. Vous semblez avoir vraiment envie de lui rendre hommage. Je vais vous dire en une phrase, je vais dire pourquoi. J'étais très mauvais en maths. On était dans le même lycée, dans la même classe. Elle m'aidait évidemment à faire mes devoirs de maths, mais j'ai pris ce qu'on appelle une pète en maths, mais horrible, un échec. Et je me suis fait insulter pratiquement par le prof de maths. Et elle m'a dit, en partant de l'école, écoute Claude, toi, t'es pas fait pour faire comptable, t'es fait pour devenir Victor Hugo. Wow. Parce qu'elle savait que j'écrivais des beaux poèmes à l'époque. Bon, donc je suis pas devenu Victor Hugo, mais j'essaye toujours, quoi. Voilà, oui. Ben, peut-être que ça a été la petite graine qui a germé, en vous. Elle a été la première à y croire. Voilà, ah, oui, oui, oui. Je reviens un petit peu aux biographies. Vous aimez écrire des biographies, et j'ai lu aussi Claude Delacroix et Rihanna. Dites-nous. Alors, c'est pas fait, hein. Claude Delacroix, c'est un projet. C'est un projet que moi j'ai eu, je lui ai proposé, il n'a pas dit non, mais en même temps, ça se concrétise ça ne s'est pas encore fait. Non. Quant à Rihanna, oui, c'est en route. Disons que j'ai un problème avec Rihanna. Pas avec Rihanna, mais avec son histoire. Quand on écrit une biographie d'une grande star mondiale, surtout américaine, bien qu'elle soit barbadienne, enfin c'est la même chose, on a un souci avec le passé. Faut-il raconter une histoire fleur bleue sur une magnifique petite chanteuse, ou bien faut-il raconter tous les problèmes qu'elle a eus avec son père, avec l'envers un petit peu avec du décor, ce qui se passe à la Barbade, etc. Alors ça, c'est une biographie non autorisée. Or moi, je voudrais qu'elle puisse au moins donner une longue interview et qu'elle fasse la préface. Donc je suis un petit peu, avec mon éditeur, je suis un petit peu en balance. On ne sait pas très bien quoi faire. Et comme elle s'en fout, au moment elle fait des cosmétiques, donc elle s'en fout, on attend, on verra bien. Elle est jeune, hein. Oui. C'est moi qui risque de mourir avant. Hein. Vous aurez peut-être encore du temps devant vous pour, oui, pour aboutir à ce projet. Oui, super. Ben, je vous le souhaite en tout cas. Alors, un autre épisode de votre vie, en 2004, vous vivez en direct la catastrophe du tsunami. Oui. Et là, vous êtes avec votre ex-épouse, Natacha Amal, et après ce drame, vous avez envie de témoigner. Vous écrivez un livre en collaboration avec votre ex-épouse. Est-ce que c'est important de témoigner après un drame pareil? Et est-ce qu'on en sort indemne, je dirais, après, non, avoir... on n'en sort pas indemne, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est important? Non. Nous, on a utilisé cette méthode parce que nous n'étions pas riches et que nous voulions donner de l'argent à des associations locales. Et le droit d'auteur a été entièrement reversé à une association qui a elle-même reversé à chacun des enfants. Il y en a 19 quand même, hein, 19 enfants. Pour une petite structure comme nous, un couple, on n'est pas la Croix-Rouge, c'est fabuleux. Et je retrouve encore 2 ou 3 de ces enfants maintenant, dont certains ont fait des études de médecine, d'autres de sciences économiques, alors que ces enfants étaient voués à devenir des main-d'œuvre gratuites, pratiquement, pour... Ouais. Donc ça a été vraiment un c'est un succès total, sur le plan humain en tout cas. Voilà. Et qu'est-ce que vous en avez gardé? Est-ce que votre vision de la vie a changé après cette expérience traumatisante? Alors d'abord un grand amour pour les Thaïlandais, parce que je les ai vus se redresser la colonne vertébrale face à ces plages ravagées.
Maintenant, ça s'est passé dans tous les pays du monde qui ont été atteints par le tsunami. Moi, j'ai vécu que ça. Voilà. Oui. Ensuite, le traumatisme, oui, par exemple, j'ai fait 27 ans de bateau, et là, j'ai plus de bateau et je ne me monterai plus sur un bateau, quoi. Ah oui, donc là, si, je peux monter sur un bateau, un gros. Oui. mais pas que vous soyez aux commandes. Non. Je ne pourrais pas. Donc c'est une peur qui est restée, là. Pas une peur, c'est une espèce de révolte, de colère. Ah oui. Et on se demande peut-être pourquoi moi pourquoi je on est suis vivant, là. on culpabilise, oui, c'est vrai. Oui. Enfin, on passe par tous les stades. Eh bien, après cet épisode, on va un peu raccourcir et on arrive à votre actualité du jour. C'est la prophétie. Une fameuse brique, là. Hein. Et on pourrait qualifier ce livre dans quel registre? Thriller, roman historique? Comment est-ce que vous nous le présenteriez? Oui, thriller historique, ça me va bien, mais aussi politique. J'aime bien que les... Alors un thriller, c'est quoi? Ça veut dire un frisson, ça veut dire avoir peur. Ça veut... Bon, on a des maîtres, hein, Stephen King. Moi, je me rapprocherais plutôt de Douglas Kennedy, si je peux me permettre, où là, on a un personnage qui va vivre un crime ou quelque chose de grave, et puis qui va trouver l'assassin, ok. Mais ça, c'est à la limite... c'est le canevas, ce sont les rails. Mais Douglas, par exemple, il va se permettre, et il s'autorisait très bien, d'ailleurs, il le fait très bien, de faire des phrases philosophiques, de s'arrêter, de décrire un restaurant, de faire la route en voiture et de décrire les paysages. De faire des détours. Donc moi, j'aime bien que ça reste un roman, quand même. Thriller, c'est plutôt pour m'obliger à arriver à une fin, parce que sinon, ce ne serait pas un pavé que je ferais, ce serait du Tolstoï. Hein. Et dans les différents thèmes que vous abordez, là j'ai lu croisade, islam, ésotérisme, religion. Au départ, c'est un gars qui rentre après 6 ans de navigation dans le port de Brest et puis il découvre que la tour des affaires marittimes est devenue un minaret qui chante le Coran. Donc il découvre que la France est devenue une république islamique. Donc ça c'est le début et en fait c'est la fin du livre. C'est que comment en est-on arrivé à ce que la France devienne une république islamique? Voilà. Et vous êtes inspiré, je veux dire, de l'actualité pour... Bah oui. Bien sûr, parce que vous m'avez dit ce roman avait été déjà écrit il y a une dizaine d'années. Oui, oui. À l'époque il y avait Al-Qaïda, maintenant il y a Daesh. Enfin maintenant, on verra si ça continue. Oui, c'est ça. C'est toujours le même problème. C'est des confrontations idéologiques, c'est des radicalismes. Maintenant, on en sait beaucoup plus. Hein. C'est une fiction quand même. Hein. Donc, il y a se greffe à cette grande histoire, une petite histoire, celle d'un personnage qui a des ancêtres chevaliers et qui ont un rapport justement avec la première croisade, Godefroy de Bouillon, etc. C'est une œuvre profondément malhonnête, quoi. Il faut faire voyager les gens, il faut faire rêver, mais jamais avec du faux. Il faut que tout soit vrai sur le plan géographique, historique. Tout ça. Ouais. Mais comme vous faites allusion à l'actualité, je veux dire, quelle est votre vision de cette situation? Parce qu'on peut avoir une vision très négative, vous dites, bon, le gars il arrive et voilà que c'est une société islamique. Vous avez une vision pessimiste? Quelle est votre vision? Je dirais que moi ce n'est pas impossible actuellement. Il faudra peut-être quelques dizaines d'années, mais ce n'est pas impossible. De toute façon, une confrontation avec l'islam, on l'a déjà, pas seulement avec les radicaux, mais avec l'islam modéré aussi, puisque de plus en plus, vous savez, moi, ma compagne, elle vit dans le 9-3, comme on dit à Paris, c'est 93, qui est Saint-Denis. Et quand on voit que moi, par exemple, je ne peux plus me permettre de boire une bière sur une terrasse à Saint-Denis pendant le ramadan, sinon ils viennent cracher dans mon verre, je me dis quand même qu'on n'est plus à Paris. Il y a des choses graves qui peuvent se passer encore. Donc il y a des craintes. La solution vient des musulmans eux-mêmes, des modérés qui peuvent prendre les rênes. Quoi. Mais déjà, pourquoi dit-on modéré? Vous avez été catholique modéré, vous? On a déjà été catholique extrémiste aussi. Oui, c'est vrai. Non, dans notre histoire. C'est vrai. Ah oui, très bien. Oui. L'Inquisition, les croisades. Si vous regardez l'Inquisition, les croisades, on ne peut pas. Non, je veux dire que le terme modéré, je dis que simplement on est musulman, c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin d'être modéré. Ce qu'il faut, c'est respecter toutes les croyances. Et ce qu'il faudrait peut-être ne pas mélanger religion et politique aussi. C'est-à-dire qu'on le mélange à partir du moment où les mœurs des autres impactent les nôtres.
Quand une femme ne veut pas travailler le vendredi et qu'un employeur a besoin de quelqu'un le vendredi, c'est un problème quand même. Bien sûr. Quand une femme, c'est nouveau, en Arabie Saoudite, peut conduire, on se dit, bah, enfin, nous, il y a 50 ans qu'elles peuvent conduire. C'est pas toujours... C'est un sujet compliqué Oui, voilà, et donc vaste. je suis pas particulièrement optimiste, mais je crois quand même aussi aux valeurs occidentales et je crois beaucoup à la laïcité, je crois beaucoup à voilà. Ce qui pourra peut-être sauver peut-être l'humanité, peut-être. Oui, enfin bon, je ne sais pas si Donald Trump est laïque, oui, mais là. je ne suis pas sûr qu'il va sauver l'humanité non plus, lui. Hein. Il peut y avoir des laïcs un petit peu fous aussi. Ouais. Il n'y a pas que les religieux. Ouais. Je voudrais citer une de vos phrases, Oula. puisque vous m'avez dit tout à l'heure que l'amour vous a fait tout quitter. Et j'ai relevé une de vos phrases où vous dites « L'amour nous donne bien plus que des ailes. Il nous fait croire en nous et en l'autre, alors que souvent l'autre est déjà loin. » Vous ne croyez pas à l'amour? Ben si, justement, je vous dis que c'est formidable, l'amour, mais il faut Mais toujours, oui, mais je veux toujours dire qu'il y a payer les la deux facture. pendants. Il faut toujours payer la facture. Il faut toujours payer la Le facture. bonheur coûte cher. Ah. Et il n'y a pas d'amour heureux? Si, Si. et il y a toujours une facture à un moment donné. Et donc il faut essayer de contrebalancer? Il faut essayer de ne pas la payer, parce que si on la paye, ça veut dire qu'on s'en va. Ah oui. Le rôle des femmes dans votre vie? Positif? Oh, majeur. Surtout 2-3 d'entre elles. Enfin, je veux dire, ça va de ma maman, de ma grand-mère à la femme que j'ai le plus aimée, voilà. On peut dire qu'elles ont illuminé votre vie? Illuminée, c'est joli. C'est joli. Je vais dire quelque chose de beaucoup plus thriller. Elles m'ont maintenu en vie. Ah bon? Ah bien, c'est magnifique quand même. Oui, c'est déjà ça. Eh bien, on va terminer sur ce beau mot qu'elles vous ont maintenu en vie. J'espère qu'elles continueront à vous guider, à vous maintenir, à vous illuminer. Bonne route à la prophétie. Merci. Et à une prochaine fois. Merci à vous. Merci.